Chapitre 2 de géographie, les mobilités humaines. Dans ce chapitre, nous allons étudier comment s'organisent les mobilités humaines à l'échelle mondiale et quelles sont leurs conséquences sur les territoires de départ et d'arrivée des migrants. Pour cela, je vous propose l'animation qui va suivre, que j'ai entrecoupée d'intentions documentées afin d'en compléter le propos. C'est parti. Sur Terre, les êtres humains bougent relativement peu. Ainsi, 86% des Homo sapiens sapiens n'ont jamais quitté leur foyer. Parmi ceux qui se déplacent, moins de 1 sur 3 traversent une frontière, devenant ce que nous appelons un migrant. 66% des migrants partent d'un pays en développement pour se rendre dans un autre pays en développement. Seul 1 sur 3 se déplace du sud vers le nord. Dans leur grande majorité, ces migrants sud-nord ne viennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays émergents, et ils arrivent de façon légale. Ensuite, le coût de l'émigration étant très élevé, partent surtout ceux qui ont les moyens de cet investissement, de l'argent, une formation ou des diplômes. Ce croquis illustre et complète ce que vous venez de voir. Vous l'avez compris, les hommes bougent de plus en plus, les flux migratoires sont croissants et les plus importants sont internes au pays. Ils concernent environ 740 millions de personnes. Parallèlement, les mobilités internationales, c'est-à-dire impliquant le franchissement d'une frontière, augmentent aussi. Comme vous le voyez ici avec les ronds orange, les migrants internationaux sont pour l'essentiel issus de 4 pôles de départ, tous abritant des pays du Sud. L'Asie de l'Est, le monde indien, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, ainsi que l'Amérique du Sud. Si l'essentiel des flux migratoires sont entre pays du Sud, un nombre important de migrants affluent vers les ronds représentés en vert, qui sont les principaux pôles d'arrivée, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, la péninsule arabique qui abrite les monarchies pétrolières du Golfe et enfin l'Australie. Ces flux étant matérialisés par des flèches orange. Ajoutons que ces migrants sont les meilleurs acteurs de l'aide internationale au développement. En 2010, ils ont transféré à leurs proches, restés au pays, 334 milliards d'euros, 4 fois plus que l'aide publique internationale au développement. Notre planète est aujourd'hui nomade. Les individus se déplacent, franchissent des frontières, contournent des murs, parfois au péril de leur vie. Quelles sont les conséquences de ces migrations ? Pour les pays d'origine, les transferts d'argent des migrants sont très importants car ils permettent d'améliorer les conditions de vie, de se rester au pays, de financer des projets de modernisation et de développement comme la création d'un puits, l'aménagement d'une route. Cependant, les départs des individus les plus qualifiés, ce que l'on appelle la fuite des cerveaux ou le brain drain, peut avoir des conséquences négatives en termes de développement. Pour les pays d'accueil, les migrants, souvent jeunes, viennent apporter une réponse au vieillissement de la population, comme c'est le cas en Europe de l'Ouest, ou une réponse au déficit de main-d'œuvre peu qualifiée dans certains domaines comme l'agriculture, le bâtiment ou la restauration. Intégrés dans leur société d'accueil, ces migrants favorisent les échanges et le brassage culturel. Mais revers de la médaille, certains migrants, venus alléchés par l'image que les pays du Nord renvoient d'eux-mêmes, sont particulièrement vulnérables et travaillent de façon non protégée en toute illégalité à des salaires très faibles dans des sociétés où la xénophobie, c'est-à-dire la peur des étrangers, est très présente, surtout en période de crise économique. Bref, reprenons notre animation. Dans ces conditions, est-il raisonnable de vouloir verrouiller les frontières ? L'expérience prouve que lorsque l'on érige un mur, où que ce soit, il ne faut jamais longtemps pour qu'il soit contourné, quels que soient les risques pour les migrants. Les pays européens, à l'instar de la France, se targuent d'être une terre d'accueil pour les personnes cherchant protection, celles qui fuient les persécutions et les conflits. Qu'en est-il vraiment ? Eh bien, le premier pays d'accueil au monde est le Pakistan. 1 900 000 réfugiés s'y trouvaient en 2010. La même année, la France accueillait 160 000 réfugiés. Sur 11 millions de réfugiés dans le monde, 80% sont accueillis dans les pays du Sud. Et ne sont pas comptés ici les 38 millions de personnes poussées à quitter leur terre à cause des dérèglements climatiques et laissées sans protection. Quant à ceux dont la demande de protection est en cours d'examen, les demandeurs d'asile, en 1992, l'Union européenne à 15 en recevait 672 385. En 2010, celle des 27 en reçoit 3 fois moins. Pourtant, malgré cette diminution des demandes d'asile, les pays européens s'obstinent à dégrader l'accueil, prétextant son coût élevé. Et on peut parler de prétexte quand on sait que le coût global annuel des demandes d'asile au sein de l'Union est équivalent aux sommes consacrées par les Britanniques à l'entretien de leurs animaux domestiques. En revanche, ces mêmes pays européens n'hésitent pas à consacrer jusqu'à 25% de ces sommes à la mise en rétention des personnes en quête de protection.